On ne sait pas encore où ni quand. On sait en revanche que Israël frappera l'Iran et que la réplique sera terrible. C'est le ministre de la Défense israélien qui hier soir est venu devant ses soldats pour l'expliquer. On va l'écouter. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans la guerre, dans tous les autres domaines, ceux qui tentent de nuire à l'État d'Israël en paieront le prix. Notre attaque en Iran sera mortelle, précise et surprenante. Ils ne comprendront pas comment cela s'est passé. On est avec Siavosh Ghazi, merci beaucoup Siavosh d'être avec nous, notre correspondant à Téhéran. Comment a été pris par les responsables iraniens cette déclaration hier de Yoav Gallant? Alors, il n'y a pas eu de réaction de la part des responsables iraniens après donc les menaces du ministre israélien de la Défense. Aucune mesure particulière n'a été annoncée par les autorités et on ne sent pas dans la vie, par exemple à Téhéran, quand on se balade dans différents quartiers de Téhéran, comme je le fais il y a une heure, on ne sent pas d'inquiétude et d'angoisse particulière. L'attaque iranienne a été menée maintenant il y a près de 10 jours contre Israël et donc cette période de 10 jours sans qu'une réponse israélienne intervienne en fait a apaisé les craintes des Iraniens qui se demandent ce que pourrait faire Israël, quelle cible sera choisie, mais on ne sent pas ici en Iran de mesures particulières. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Arabie Saoudite et se trouve actuellement au Qatar pour discuter avec les pays de la région des mesures pour, a-t-il dit, essayer de trouver un cessez-le-feu dans tous les conflits qui sont maintenant ouverts au Liban, à Gaza, mais aussi entre l'Iran et Israël. Mais il a répété que la réaction de l'Iran à toute attaque israélienne sera très dure et immédiate, comme cela avait été annoncé ces derniers jours. Merci beaucoup, Siavosh, d'avoir été avec nous, notre correspondant à Téhéran. Riposte mortelle, meurtrière, précise. David Rigouleros, ça veut dire quoi? On est là pour décrypter, pour savoir, pour comprendre. Alors voilà, vous venez de l'entendre, officiellement, je dis bien officiellement, pas de mesure de sécurité particulière par rapport aux dignitaires iraniens, officiellement bien évidemment, mais on se souvient que dans l'attente d'une réponse d'Israël, et notamment le guide suprême de la révolution avait été pendant quelques heures au moins mis au secret avant de réapparaître, et on était ensemble, Magali, sur cette grande place de Téhéran, la place de la mosquée, pour un discours vendredi, pour un discours très offensif face à Israël. David. Non, ils sont réellement inquiets. Parce qu'ils savent qu'il y a un seul qui a sauté. Ils ont pris le risque d'une réplique. Après, mûre réflexion, parce qu'il y a eu différé. On a vu justement dans la réplique du 1er octobre. Ils savent qu'ils ont pris un gros risque. Ça a été rappelé d'ailleurs par Benjamin Netanyahou en disant que c'était une grave erreur. Donc ils savent qu'ils s'exposent à une contre-réplique très sérieuse. Donc effectivement, après il y a les modalités qui sont en discussion avec les Américains, puisque les Américains ne veulent pas, ils ont mis un veto implicite sur les cibles nucléaires, ils ont mis un veto plus ou moins circonstancié sur les cibles pétrolières par peur d'une crise pétrolière, mais de toute façon, Jake Sullivan l'avait dit, la réponse va être sévère. Donc, et c'est une demande israélienne et les Américains savent que là-dessus ils peuvent pas empêcher les Israéliens de monter le curseur. Et donc à Téhéran il y a une inquiétude à la fois sur des ciblages individuels potentiels, ce qui explique ce que vous évoquiez par rapport au guide, qui sait que maintenant il est une cible, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques Comme mois. l'était le chef du Hezbollah. Ah oui, là c'est clair. C'est clair. Ah oui, pour eux ils ont compris que les règles avaient changé. Et donc ça c'est intégré dans le calcul iranien et donc l'inquiétude elle est effectivement sur la nature de la riposte parce que ils vont être obligés après de lancer eux-mêmes pour tenter de restaurer une dissuasion, quelque chose, et il y aura sûrement des surprises. Dans le discours de Yoav Gallant, on spécule sur des Alors choses... c'est quoi une surprise? Parce que en matière de riposte, voilà, moi je reprends ces termes. Alors on verra tout à l'heure, parce qu'on a eu la réponse de la porte-parole de la Maison-Blanche sur cette réunion qui ne s'est pas faite à la demande de Netanyahou. On en parlait ensemble hier, et surtout sur ce coup de téléphone entre Netanyahou et Joe Biden. Alors vous allez voir, c'est quand même très très bizarre. On va l'écouter, parce que, bon, on a l'impression que les Américains, là aussi, sont encore un peu à la ramasse. Mais on ne vous dit pas tout. Je voudrais juste revenir quand même sur une riposte mortelle, précise et surprenante. Alors moi j'attends parce que c'est quoi les surprises mortelles, on sait.
Précise, on peut développer. Et surprenante, là, il faut vraiment beaucoup développer. Ce qui est certain, c'est que par rapport à la contre-réplique israélienne du 19 avril, qui était très localisée, très ciblée, très paramétrée, à la demande des Américains d'ailleurs, sur la base d'Ispahan, à proximité des sites nucléaires, mais pas sur les sites nucléaires. C'était on va dire un signalement stratégique. Là, il va falloir le curseur. Il faut aller plus loin, selon vous ? Ah oui, ils vont aller plus loin, bien sûr, c'est clair. Et la question, c'est l'amplitude effectivement de la réplique et le périmètre, c'est-à-dire la nature des cibles. Mais ça va être effectivement certainement très sérieux. Et donc là, le risque escalatoire devient de plus en plus important. Il était déjà actualisé, mais il devient de plus en plus important. Et la question, c'est la surprise. Parce qu'on a vu qu'avec les éliminations systématiques de toutes les têtes au Liban, c'est vrai que tout le monde a été plus ou moins stupéfait par les capacités, notamment d'élimination en amont. Un travail de renseignement extrêmement précis. Alors on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y avait aussi une déclaration du guide suprême de la Révolution il y a quelques temps. C'est Kadi qui viendra à nous expliquer tout ça sur des taupes et les services secrets, que ce soit le Mossad, que ce soit Shin Bet ou d'autres services d'ailleurs, plus ou moins occultes, et la peur de l'Iran. Pardonnez-moi, mais je reviens quand même sur ces mots mortels, précises, surprenantes. Alors Gallagher, selon vous, on interprète ça comment ? C'est de la dissuasion purement classique. Donc c'est du langage volontairement sibyllin sur lequel vous pouvez tout le monde se reconnaîtra. Disserter, mais vous faites rentrer ce que vous voulez dans chacun de ces trois termes, et c'est volontaire, c'est ambigu, c'est inquiétant. Vous injectez une dose supplémentaire de peur et de paranoïa au sein d'un régime dont on sait désormais alors visiblement ça augmente, ça aussi, profondément gangréné par les infiltrations, notamment du Mossad, et pas que depuis récemment, depuis un certain temps déjà, et ça n'engage absolument en rien les Israéliens. La frappe du 19 avril, elle est très intéressante, parce que c'est ça certainement qui est recherché par les Américains, c'est ce qu'on appelle la frappe d'escalade pour la désescalade. Donc c'est un mécanisme au travers duquel vous frappez, mais cette frappe, c'est un signal qui dit un partout, balle au centre, on en reste là. Or, oui, mais là, on n'en est pas là, oui. Alors exactement, cette mécanique... Déjà, les Iraniens ont fait le pas en avant avant même que ça arrive. C'est ça le danger de cette situation, c'est que cette mécanique, elle paraît, cette logique, si tant est qu'on puisse parler de logique, paraît enrayée. Et donc, il y a une recherche, des calculs qui sont faits, qui sont toujours nimbés de risques, parce qu'on est sur de la matière à la fois belliciste et humaine, et donc c'est impossible de savoir comment l'adversaire va réagir. Mais effectivement, il y a ce temps d'attente et des conversations qui forcément ont lieu à la fois au sein de l'état-major israélien en lien avec l'appareil politique et le Premier ministre en particulier, et puis aussi avec les Américains qui ont très largement musclé leur dispositif dans la région, tant au niveau humain que matériel. Alors, beaucoup de choses dans ce conflit se passent, vous avez raison, par des conversations. Hier, quelques heures seulement avant la déclaration du Galland qu'on a entendu, Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le président américain. On le sait. Les rapports sont très, très difficiles, voire détestables entre les deux hommes. Le premier ministre israélien avait annulé, lui, personnellement, une réunion prévue 48 heures à l'avance entre son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et son homologue américain. Mais hier, l'administration Biden semble, je dis bien semble, sous votre contrôle, Magali, avoir repris le contrôle des opérations. Écoutez ce commentaire de la porte-parole de la Maison-Blanche et vous nous décryptez après cette relation. Et puis tout à fait, c'est de savoir si les Américains sont au courant de la future frappe des Israéliens. On écoute d'abord Karine Jean-Pierre. Permettez-moi de vous donner quelques informations sur cet appel qui a duré environ 30 minutes. L'appel que le président a eu avec le Premier ministre d'Israël a été direct et productif. Ils ont discuté de plusieurs questions. Bon, alors, ça veut dire quoi? Là aussi, les termes direct et productif. Oui. Pardonnez-moi, mais on est aussi là pour ça, on décrypte. Donc voilà, direct et productif, c'est quoi? Puis après, on essaiera de se poser la question, est-ce que les Américains sont déjà au courant de cette attaque qui sera mortelle, précise et surprenante? Direct et productif, ça veut quand même dire que ça a dû être un petit peu musclé. Ça a duré 30 minutes. Kamala Harris y a assisté avec Joe Biden, ce qui montre bien que déjà on prépare la suite. Et c'est vrai que là on n'apprend rien dans la réaction de la porte-parole de Karine Jean-Pierre. Après, il y a eu un communiqué qui est sorti officiel de la Maison-Blanche, donnant
davantage de détails sur le Liban que sur l'Iran, sur les frappes potentielles. Alors sur le Liban, manifestement, Joe Biden a reconnu que oui, il fallait pour Netanyahou protéger ces civils dans le nord d'Israël qui sont visés par les roquettes du Hezbollah, mais il lui a redit, mais ça on a l'impression de l'avoir déjà entendu, attention au nombre de civils qui pourraient être tués dans ces frappes israéliennes. On sait à quel point jusqu'à présent il a été peu entendu, et on sait aussi que Benyamin Netanyahou a menacé le Liban directement hier de subir le même sort que Gaza. Donc manifestement, c'était à ça que Joe Biden faisait référence. Il n'y a eu pas une ligne sur, en effet, le calibrage de cette riposte possible israélienne sur l'Iran. Les deux hommes ont convenu qu'ils se reparleraient. Ce qui est déjà peut-être un point quand même, parce que ça faisait 7 semaines qu'ils ne s'étaient pas parler au téléphone. Donc c'était manifestement Benyamin Netanyahou qui voulait avoir Biden au téléphone, et c'est pour cette raison qu'il a annulé la rencontre de son ministre de la Défense. En plus, ils sont en rivalité au sein même du Likoud, donc il ne voulait pas que son ministre de la Défense aille parler aux Américains avant que lui-même ne le fasse. Donc en fait, je vais vous dire, on n'en sait pas vraiment plus sur la réponse. Il faut se méfier d'ailleurs des querelles de personnes en général, parce que ça peut pousser à aller plus loin que là où on voudrait aller. Oui, ça peut pousser à une forme de surenchère. Exactement. Mais c'est vrai que pour le moment, ce qu'on sait en effet, c'est ce que vous disiez, le veto américain sur les frappes sur le nucléaire, la grande réticence sur les questions de frappes sur les infrastructures pétrolières, mais en même temps, il est évident que Netanyahou veut répondre. Donc il va... On a l'impression que la riposte n'est peut-être pas encore complètement fixée, calibrée. Vous savez qu'il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité israélien aujourd'hui, où justement on devrait en savoir... Ils vont discuter de ça. La riposte va être certainement davantage tranchée. Donc manifestement, il fallait quand même aller se coordonner d'une certaine façon avec les Américains, mais prévenir les Américains de ce qu'ils font. Mais de toute manière, c'est Benyamin Netanyahou qui décidera. Comme depuis le début. Comme depuis le début. David Rigoulet-Rose, est-ce que on peut imaginer que la réponse d'Israël, et je compte sur vous parce que vous êtes un grand spécialiste de l'Iran, est-ce que ça serait efficace de cibler un personnage, un haut responsable iranien, ou alors un site, on pense toujours à la caserne où là se trouvent les Pasdaran, c'est-à-dire les âmes de main du guide suprême de la Révolution, ou lui-même d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait ça? On oublie le pétrole, on oublie le nucléaire parce que ça pose problème, mais on cible une personne. Une personne et les casernes, c'est deux choses différentes. Je pense que dans un site symbolique ou qui incarne. De toute façon, il y aura des sites des Pasdaran. C'est vraisemblable parce que de toute façon, c'est les Pasdaran qui gèrent cette question balistique. C'est la force aéronautique des Pasdaran. Donc en termes de dissuasion, pour restaurer une dissuasion, ça passe aussi par l'annihilation d'un certain nombre de bases susceptibles de lancer. C'est exactement ce qui se passe au Liban, puisque toutes les rampes de lancement sont systématiquement bombardées, etc. Donc on peut penser raisonnablement que ça ferait partie des cibles privilégiées. Après, la question des personnes, c'est autre chose. Parce que là, on est dans la stratégie israélienne parallèle, qui est celle des éliminations ciblées. Et quand j'évoquais le fait que, semble-t-il, toutes les règles ont changé, effectivement... pour faire quelque chose de spectaculaire comme Nasrallah, ça veut dire taper très haut. Ils ont déjà éliminé des tas de responsables, notamment le père du programme nucléaire Fakhrizadeh, qui a été éliminé dans des circonstances dignes de films de science, d'espionnage et de science-fiction. Donc là, c'est pas pour rien que le guide est inquiet pour sa propre personne, évidemment, et son entourage immédiat. Ça pourrait être imaginable que aujourd'hui, quelles seraient les répercussions qu'Israël, que ce monsieur que l'on voit, Benyamin Netanyahou, devant un chasseur américain, dise allez, il a un contrat sur sa tête, on l'élimine. Aujourd'hui, vu la configuration qui s'est développée, il faut être très prudent, mais je dirais que tout est envisageable. Elle est très intéressante, votre question, et en fait, je la reformule.
quelles sont les nations qui se tiendront, les peuples qui se tiendront aux côtés de l'Iran en cas d'élimination du guide suprême? Est-ce que la population iranienne elle-même descendrait? Alors, les opposants ont déjà la réponse. Hein. Oui, mais combien, et ils sont nombreux. Combien exactement? C'est-à-dire que j'entends souvent parler de 70% de la population iranienne. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, opposée au régime des mollahs, etc. Donc, il est grandement impopulaire. Rendre hommage à nouveau fabuleux mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mais effectivement, en fait, on a un calcul qui est très, très, très compliqué parce qu'on a des formes d'impasse stratégique en fait, dans ce triangle entre Tel Aviv, Téhéran et Washington. C'est-à-dire qu'on a un président américain extrêmement faible. Moi, ce qui me frappe à l'issue de la conversation entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, il y a un mot qui a disparu du communiqué de la Maison-Blanche, qui parle de Gaza, qui parle du Liban, qui parle de ce qui est en train de se passer, qui rappelle le soutien indéfectible, ironclad en anglais, des États-Unis à Israël. Il n'y a plus le mot cessez-le-feu. Donc ça, déjà, ça a disparu. Donc on a une administration américaine qui est extrêmement faible parce qu'elle est à l'approche d'une échéance et il faut éviter d'en faire trop parce qu'il ne faut surtout pas embarquer les Américains dans une aventure militaire. Et on sait que c'est un poids, on en parlait tout à l'heure, c'est une région considérable. Un très mauvais souvenir. Voilà, et puis à l'inverse, pour les démocrates, s'il en fait trop peu, il va être le président qui aura abandonné l'allié historique face à l'hégémon. Il y a une phrase, une autre qui m'a beaucoup marqué. Trump s'en charge chaque jour. Il y a une émission très connue à la télé américaine, l'équivalent de 7 à 8, qui s'appelle 60 Minutes. Et la question est posée à la candidate démocrate Kamala Harris: quel est le plus grand ennemi stratégique des États-Unis au jour d'aujourd'hui? Vous savez ce qu'elle répond? L'Iran. Pas la Chine, pas la Russie, l'Iran. Donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a un côté un peu artificiel à la colère de Biden. Je pense qu'il y a une grande complicité, même si les deux ne s'entendent pas du tout au niveau personnel, mais il y a une adhésion de la part de cette administration américaine à cette idée d'un ordre nouveau au Proche et au Moyen-Orient. Et côté iranien, c'est pareil, vous avez la même impasse, c'est-à-dire en faire trop, c'est risquer une guerre interétatique face à Israël, les États-Unis, et regardez tous les autres pays qui ont contribué à 2 séquences d'interception quand des projectiles en direction de l'Iran ont été tirés vers Israël. En faire trop peu, c'est perdre la face et se retrouver entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire Israël qui va se sentir les mains libres et cette population dont je parlais, qui ne veut plus, qui ne veut pas de ce régime. Mais est-ce qu'elle pèse? Se sentir pousser des ailes. Poser la question. On a déjà vu les Américains le faire dans d'autres pays, avec d'autres régimes. Mais David, si jamais on élimine le guide suprême de la Révolution, ou quelqu'un d'autre d'important, peut-être pas le président fantoche qui a été désigné il y a quelque temps, on n'est pas sur le même niveau de décision, on a bien compris. Est-ce que ça pourrait permettre à Israël déjà, aux Américains aussi, et puis je pense surtout à ces millions d'Iraniens opprimés, de reprendre le contrôle du pays? Ça suffirait ou pas? On pourrait déstabiliser ou pas? Oui, mais ça pourrait arranger tout le monde en fait. Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment dans le scénario idéal, c'est un renversement pour une transition démocratique, mais ça se fait rarement comme ça. C'est le problème. Et les Américains sont quand même pas naïfs, ils en sont conscients, et ça explique une partie de leur réticence. C'est-à-dire qu'il y a le précédent de l'Irak quand même, qui a été assumé dans ses conséquences. Et ils se disent que s'il y a un renversement du régime, il y a la possibilité du chaos en Iran. Et l'Iran, c'est 85 millions d'habitants, sont des périphéries avec plusieurs pays. Il y a la question du Kurdistan, il y a la question du Pakistan avec les Baloutches, il y a la question d'Awaz avec l'Arabistan, ce qui était pour Saddam Hussein l'Arabistan. Donc potentiellement, c'est une explosion. C'est une zone de déstabilisation redoutable. Oui, mais avec des on pourrait ne pas s'en remettre. Avec des radiations potentielles beaucoup plus importantes encore que ça n'était pour l'Irak. Donc il y a aussi une inquiétude aussi des Américains là-dessus. Même si dans le scénario idéal, évidemment, il y aurait le souhait de renversement du régime, évidemment des mollahs, entre guillemets. Mais les choses sont rarement aussi simples. Moi, j'ai discuté récemment avec une opposante iranienne, mais qui avait en fait ces mêmes inquiétudes que celles des Américains en réalité. Tout à fait. En ayant peur en effet de frappes qui déstabiliseraient complètement le régime. Et évidemment, eux ne souhaitent qu'une chose, c'est le renversement du régime des mollahs. Mais pour avoir quoi derrière? Et c'est vrai que le précédent de l'Irak, de l'Afghanistan, elle me parlait de l'Afghanistan en me disant mais regardez ce qui se passe
aujourd'hui, c'est les talibans, mais presque version la Libye, pire. Quelque part, la Libye aussi. Donc en fait, il y a tellement des bourbiers, des repères aux terroristes du monde entier. Il y a même une grande réticence du côté de la diaspora, enfin de l'opposition iranienne, qui redoute finalement que ce soit pire. Que cet ordre nouveau, c'est le nom de l'opération, soit encore pire. Le régime joue là-dessus, sur cette crainte. Bah oui, pour se maintenir, en disant que justement, il va capitaliser sur cette inquiétude sourde qui lui permet d'où le faux nez et la fausse ouverture avec le président qui a été élu, quelque part. Toutes les opposantes exilées avec lesquelles j'ai pu discuter ont toujours été très claires avec moi là-dessus. Pas d'ingérence étrangère. Soutenez-nous, mais ne vous ingérez pas, ne venez pas faire du nation building chez nous, c'est-à-dire ne venez pas militairement, humainement faire chuter le régime. Soutenez-nous et on s'en occupera nous-mêmes, me disent-elles. Alors, je rappelle les mots de Yoav Gallant, du ministre de la Défense israélienne. La réponse sera mortelle, précise, surprenante. Et on va, avec vous, Kadi, parler de l'inquiétude de ce régime des Mollahs, de ce régime iranien, parce que, et vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, depuis longtemps, il est, comment on dit, il est infiltré. Il est infiltré. Alors, on parle souvent du Mossad, mais pas que, Kadi. Il y a quelques informations que vous avez recueillies pour nous dire que... peut-être que les dirigeants iraniens ont raison de se méfier. Effectivement. Alors, ce sont des opérations qui ont été un peu détaillées par nos confrères du Parisien dans un article qui vient d'être publié il y a quelques heures. La guerre de l'ombre du Mossad sur le sol iranien. C'est un article qui fait écho à cette information. Rappelez-vous, il y a 10 jours, Christophe, de Ahmadinejad qui disait que le Mossad a infiltré les services secrets iraniens. Il faut dire que ces dernières années, les services de renseignement israéliens ont considérablement renforcé leur capacité de surveillance face à l'avancée des Iraniens sur le programme nucléaire notamment. Coup d'accélérateur donné, c'était il y a à peu près 3-4 ans, lors des manifestations des opposants au régime, on est d'accord. C'est dans ce vivier que le Mossad a pu justement identifier des personnes intéressantes. Écoutez ce qu'en dit Jérusalem. Il y a des agents infiltrés tant au sein du régime des ayatollahs que chez les gardiens de la révolution, des agents infiltrés à assez haut niveau qui coopèrent avec Israël par patriotisme iranien. Il y a énormément de monde pour assister les Israéliens, éventuellement les Américains, dans cette frappe, dans cette riposte. Énormément d'Iraniens sont opposés au régime actuel en Iran et fournissent des informations et assistent les Israéliens ou la CIA. Jérusalem qui est évidemment très bien renseigné. Après le massacre du 7 octobre, il y a eu un palier de franchi. Évidemment, il y avait beaucoup à se faire pardonner sur le Mossad. Et là, on ne retient plus ses coups, si je peux me permettre. Cette revanche, c'est le fruit d'un travail qui a été mené il y a longtemps, dès le milieu des années 2000, sous la houlette du patron du Mossad, qui s'appelait Merdagan, lorsqu'il a acquis la conviction que les dirigeants iraniens avaient entrepris sérieusement de fabriquer cette bombe atomique. Dans l'ombre, ils ont œuvré à contrarier l'approvisionnement de la République islamique en pièces détachées, à dissuader aussi les scientifiques étrangers de les aider, à saboter l'approvisionnement électrique, notamment de plusieurs installations. Ils ont aussi sensibilisé les Occidentaux sur cette menace réelle du nucléaire. Il y a certaines missions d'ailleurs pour lesquelles il était important, indispensable d'avoir des agents sur place. Passage à l'acte entre 2007 et 2011 notamment. 5 scientifiques iraniens qui travaillaient sur la filière du nucléaire sont morts dans d'étranges circonstances. David disait, c'est digne d'un film hollywoodien. Clairement, on est dans un film d'espionnage, si on regarde un petit peu les méthodes. En 2009, il y a eu, rappelez-vous aussi, la dissémination du virus informatique Stuxnet qui a neutralisé 1 millier de centrifugeuses. On les connaît, les centrifugeuses iraniennes, sur le site de Natanz. Et puis, en janvier 2018, le Mossad qui a frappé un grand coup en retentissant, en dérobant 55 000 pages de documents, des CD-ROM dans un bâtiment où la République islamique entreposait les archives de son programme nucléaire. Alors ils sont très bien renseignés. Et alors de l'aveu d'un responsable militaire, ils ont aussi fourni des renseignements indispensables à leurs homologues américains qui, lorsque ceux-ci ont assassiné l'un des plus hauts gradés des gardiens de la Révolution, j'ai nommé le général Qassem Soleimani. C'était, rappelez-vous, le 3 janvier 2020. Merci beaucoup, Kadi. C'est très intéressant. Et puis il y a ce dernier beaucoup également. Les beepers. Et puis avant, Ismaël Haniyeh, réfugié qui se pense, David, totalement en sécurité là où il est en Iran, au cœur même du pouvoir. Patatras, un missile arrive, lui,
Et ces gardes du corps sont morts. D'ailleurs, il se prévalait de pouvoir circuler librement. Il avait fait une déclaration un peu... un peu regrette aujourd'hui. Intempestive, on va dire ça comme ça. Au regard de ce qui s'est passé par la suite. Mais effectivement, il a été éliminé dans un bâtiment qui était dévolu justement aux gardiens de la Révolution. Donc c'est dire qu'il y a une capacité d'infiltration extrêmement grande qui remonte effectivement à plusieurs années. Parce qu'il y a eu des défections importantes. Il y a eu le général Ali Asghari, c'était en 2007, qui a disparu en Turquie et qui a donné beaucoup de choses sur le nucléaire. Il y a eu même des généraux, notamment Ali Nassiri, qui était le général qui était en charge de la protection des personnalités en Iran, du service de renseignement des gardiens de la Révolution, et qui a fait défection en 2020. Donc il n'y a pas eu beaucoup de tapage évidemment de la part des Iraniens parce que c'est très embarrassant, mais ça montrait qu'effectivement il y avait une infiltration au plus haut niveau, y compris dans les institutions, les filières les plus censées être les plus sécurisées et les plus idéologisées, en l'occurrence les gardiens de la Révolution. Non, c'était très intéressant ce que disait Raphaël Jérusalemi parce qu'il voulait insister sur le fait qu'ils font ça par patriotisme. Parce que vous savez, vous avez plusieurs leviers de recrutement et c'est vrai que pas ça pour fait... l'argent. Oui, exactement. Ça pourrait. Tout à fait. Ou d'autres choses, matériel compromettant sur la vie personnelle, etc. Mais non, ça fait un moment que les Israéliens travaillent là-dessus et en fait, ils sont passés d'une préparation à une confrontation militaire qu'ils préparent toujours, mais ils ont énormément mis l'action sur à la fois les interceptions, donc l'utilisation de moyens technologiques pour capter les messages, les échanges et les télécommunications des Iraniens, et ils ont également utilisé le renseignement humain. Et ça leur permet, par des écoutes, en utilisant les technologies de reconnaissance faciale, de pouvoir mieux identifier les structures et géolocaliser les acteurs clés. Et il y a quelque chose d'autre qui, pour le Hezbollah particulièrement vraiment en lien avec l'Iran, a beaucoup fragilisé le caractère secret, très discipliné de l'organisation et de cette structure, c'est l'implication dans le dossier syrien. Le lien qui a été fait avec des régimes et des services notoirement corrompus, russes et syriens, exactement. Tout ça a donné des trésors d'informations qui sont jusqu'à aujourd'hui encore exploités par les Israéliens. Récemment, il y a eu une formule de l'ancien ministre des Renseignements iranien justement sous les précédentes législatures, président iranien, qui disait que l'infiltration des agents de Mossad est tellement importante que je conseille à tous les responsables du régime de commencer à avoir peur pour leur vie. Ah oui. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc Ali Younessi qui était quand même bien placé pour savoir ce qu'il en était, puisqu'il était responsable des renseignements du VEVAC. Il y a quelques semaines, l'ancien président Ahmadinejad expliquait sur CNN que l'Iran avait mis en place une cellule chargée justement de traquer les agents du Mossad. Et bien, il se trouve que le chef de cette cellule était lui-même un agent du Mossad. C'est vous dire avec une vingtaine de 20 personnes recrutées à l'intérieur de cette cellule censée traquer ces agents israéliens. C'est dire en effet le niveau d'infiltration et ça explique la paranoïa actuelle du régime. Parce que évidemment, quand vous avez un Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui promet une des représailles surprenantes et mortelles, c'est une menace qui est quand même prise très très au sérieux vu le degré d'infiltration et on a vu quand même ces dernières semaines à quel point il pouvait être efficace dans la façon de cibler les responsables. Pour confirmer, pour aller abonder, il y a une rumeur sur Kahani, le chef de la force Al-Quds actuelle, qui a remplacé et qui était porté disparu. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, de spéculations sur éventuellement une trahison de sa part, au moment même où Nasrallah avait été tué. Donc on voit bien à quel point la paranoïa dont vous parlez est absolument omniprésente. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On en a appris. Ça va être effectivement peut-être compliqué dans les heures, dans les jours à venir. Ah si, Magali, vous avez dit que Joe Biden et Benjamin Netanyahu doivent se reparler. Se reparler, mais on n'a pas. Mais surtout, c'est la réunion cet après-midi du cabinet de guerre. Cabinet de sécurité israélien. D'accord. Où normalement, on devrait discuter d'une possible riposte. Acté. Ouais. De sa nature et des cibles. Merci beaucoup.